Bonjour à tous et merci de suivre votre magazine d'information Ailleurs dans le monde. La région Sidama est bien partie pour être le 10e État de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Elle s'est prononcée à 98% en faveur du référendum du 20 novembre dernier. Quelles sont les conséquences de ce scrutin? Pour en parler, je reçois le politologue Dr William McBlonon et les journalistes Thomas Gessambi. Messieurs, bonjour. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim. Nous débuterons nos échanges sur l'Éthiopie juste après le rappel des faits d'Eli Loussouko. L'Éthiopie est le théâtre de violences politico-ethniques ayant provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. Ce pays, le deuxième plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, tente de chasser ces vieux démons. Conformément à la volonté des Sidama, une ethnie du sud du pays, un référendum a été organisé le 20 novembre dernier et les résultats proclamés le 23 novembre par le vice-président de la commission électorale. À une écrasante majorité de 98%, les Sidama ont voté en faveur d'une nouvelle région semi-autonome dont la mise en place va s'avérer complexe. Les votes pour que la zone des Sidama reste dans l'ancien État régional des peuples, des nations et nationalités du Sud sont de 33 463. Tandis que ceux qui veulent que la zone des Sidama devienne l'État régional des Sidama et qui ont voté pour les symboles Tchafeta sont de 2 225 249. Pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le bon déroulement du référendum a démontré la capacité des Éthiopiens à régler leurs différends dans les urnes et à permettre au processus démocratique de prévaloir. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, la Constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande. Ce résultat fait donc craindre aux analystes une multiplication des revendications séparatistes. Le Premier ministre réformateur et prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, est donc face à une instabilité en perspective à quelques mois des élections générales prévues en mai 2020 en Éthiopie. Pour mieux comprendre le référendum des Sidama, il faut revenir sur les spécificités de l'Éthiopie, une mosaïque de 80 ethnies. Quels en sont les grands groupes, William McBlonon? Merci. Alors l'Éthiopie, ce n'est pas seulement la diversité ethnique, c'est aussi une longue histoire. Donc parler de mosaïque de peuples, c'est aussi parler d'une histoire tout aussi riche que ces peuples qui sont divers. Mais lorsque nous prenons l'Éthiopie moderne, ce dont il s'agit aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez si bien dit, à peu près 80 groupes ethniques que l'on peut repartir en 3 grands groupes, même si on peut aller bien au-delà en tenant compte des spécificités linguistiques. Mais on pourrait dire que nous avons les grands groupes du Nord, les Sémites, où on a les Amhara et puis les Oromos, enfin les Tigréens, pardon. Et au centre, nous avons les peuples Oromos. Et puis, au sud, nous avons beaucoup plus de diversité. C'est là où nous avons des peuples, les Swahili, les Somalis, les Sidama, dont nous parlerons tout à l'heure, etc. Donc, c'est beaucoup plus au sud de l'Éthiopie que nous avons une si grande diversité qui pose peut-être pas problème, mais qui rend un peu plus complexe la compréhension de l'État éthiopien. Thomas Gessambi. Merci. L'Éthiopie, une vieille terre d'habitation dont l'histoire se rejoint par moments avec l'histoire des Saintes Écritures, que ce soit du temps du roi Salomon comme de Jésus-Christ. Donc c'est une vieille terre habitée qui a connu une marche et dont cette marche-là se poursuit. Donc pour ce qu'on pourrait retenir des différentes populations ou des différentes ethnies, vous en avez parlé 80, on parle aujourd'hui de 90 langues, et on n'a même pas encore fini de recenser. Mais toujours est-il qu'on les classe dans des grands groupes parce qu'il y a des ethnies apparentées. Et je pense que c'est en cela que Dr William disait tout à l'heure, on pourrait en dénombrer entre 3 et 5 majeurs. Mais cela dit, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a une bonne partie à majorité, ce qu'on pourrait appeler les Omoro, les Amhara, qui sont d'origine Peul. Et vous avez le Somalie qui sont d'origine un peu musulmane, mais toujours est-il que c'est un ensemble qui vit, qui bout,
et que la question sécessionniste, la question séparatiste ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque des empires jusqu'à un passé très récent où les militaires ont dirigé dans les années 70 à 90, où les militaires ont tenté de rassembler le tout sous un gouvernement central. Il y a toujours eu de velléité de vouloir s'autodéterminer, de vouloir assumer sa destinée à partir de sa communauté, à partir de son ethnie. Alors les électeurs de la province des nations, des nationalités et des peuples du Sud, qui représentent que 4% finalement des 105 millions d'Éthiopiens, ils ont voté massivement oui au référendum du 20 novembre dernier. Est-ce que la création de cette région pourrait ouvrir la voie à d'autres mouvements de contestation? Vous faites bien de présenter le tableau de cette façon. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 108 millions d'habitants. Il se trouve que cette région dont nous parlons est une région qui fait partie des 9 grandes régions qu'on pourrait appeler provinces à l'époque ou États aujourd'hui. Donc cette région compte à peu près 14 millions d'habitants. On n'a seulement que 3 millions d'habitants qui sont d'ethnie Amhari. Donc, vous voyez sur une taille de 108 millions ce que ça donne, mais dans la région qu'on appelait la région nation, nationalité, région du Sud, il ne représente que 20%. Donc, il viendrait en 5e position après les 4 premières ethnies qu'on a citées tout à l'heure. Mais est-ce que sur une population déjà dans cette région de 3 millions sur 14, est-ce qu'on pourrait s'affranchir et vouloir se donner un destin à côté de cette grande région qu'on avait reformée? Mais cela dit, tout ceci participe d'une politique réformatrice du nouveau Premier ministre. On va en parler. Voilà, naturellement, qui sait peut-être là où il va avec ce référendum et ce que les conséquences pourraient avoir sur sa politique. Quelles sont les conséquences, même à long terme, de ce référendum? Est-ce que l'Éthiopie va vers une démocratie plus ouverte, Dr Ablenon? Oui, je pense que, on s'inquiète souvent parce que nous avons tous en tête la séparation avec l'Érythrée, et puis on a d'autres cas de sécession en Afrique, le Soudan. Donc ça peut faire craindre une volonté d'autonomisation plus poussée en Éthiopie. Mais il faut comprendre une chose, les Éthiopiens ne sont pas des peuples comme les autres, c'est-à-dire ce ne sont pas des peuples qui ont une conscience étatique centralisée, comme on le note un peu partout en Afrique, surtout dans les anciennes colonies françaises où la perspective jacobine de l'État est très présente. Ce n'est pas des gens qui ont toujours connu une centralisation du pouvoir. Et même pendant à l'époque des empires, même sous Haïlé Sélassié, qui a commencé une forme de centralisation du pouvoir, tout le monde était éthiopien, mais la question nationale, tout le monde ne se sentait pas vraiment appartenir ou du moins être concerné par les contraintes de ce que nous appellerons un État centralisé. Donc les Éthiopiens ont toujours vécu un peu comme on le dirait l'autre, avec l'art civilisé de vivre sans État. Donc ils n'ont pas une vision centralisée de l'État, ce qui fait que dès lors qu'un pouvoir commence à devenir un peu trop présent, ça repousse des gens, ça crée une volonté d'autonomisation parce que c'est des groupes qui ont appris à vivre de façon autonome. Donc aujourd'hui, se baser sur ce qui se passe dans la région pour penser qu'il pourrait avoir des conséquences en termes d'unité ou territoriale ou en termes de volonté sécessionnelle, je ne crois pas. Je pense que c'est une lecture un peu trop hâtive. C'est une autonomie au sein de l'Éthiopie. C'est du fédéralisme multinational, donc c'est un fédéralisme ethnique, si on peut ainsi l'appeler, mais ça ne fait pas pour autant craindre déjà une situation de sécession. Vous êtes d'accord, Thomas Guessambi? Pas de risque sécessionniste? Non, il faut naturellement, comme le dit Dr Ablenon, il faut situer les choses dans leur contexte. Ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas propre aussi à l'Éthiopie. La dynamique
centrifuge et centripète où à un moment donné on s'ouvre et à un moment donné on se referme quand on pense que les intérêts de notre communauté sont menacés. Mais cela dit, je pense, la constitution actuelle du pouvoir en Éthiopie crée naturellement 2 chambres qui doivent élire l'exécutif. Donc vous avez le Conseil des représentants qui tient compte de toutes les régions. Vous avez aussi le Conseil national qui tient aussi compte des spécificités. Donc on s'arrange à la fois à promouvoir la diversité culturelle, mais tout en encadrant les velléités sécessionnistes. Pour ma part, comme vous le dites, ce sont des velléités qui sont revenues tout juste après que le pouvoir militaire soit tombé et qu'après une vingtaine d'années de direction du Premier ministre Saleh, on se rend compte que c'était des choses qui étaient contenues et qu'on a en face de nous aujourd'hui un jeune Premier ministre très réformateur qui, lui, est porté sous l'ouverture. Donc, c'est une aubaine à saisir et sans doute que chacune des parties sait là où elle doit aller. Alors, vous me donnez l'occasion de faire une très belle transition puisque vous venez justement de citer le Premier ministre au pouvoir, Abiy Ahmed Ali, qui est aussi le prix Nobel 2019 de la paix. Voici un élément le concernant. Abiy Ahmed est désigné Premier ministre en avril 2018. Après plus de 25 ans d'un pouvoir autoritaire, issu de la plus grande communauté du pays, il est le premier Oromo à occuper le poste. En 1 an et demi, ce fils de modeste villageois, devenu patron des services de renseignement, a initié de profonds changements dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Dès son investiture, sa priorité est la paix avec son voisin érythréen. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen, qui a duré des années, nous voulons que cela cesse. Pour le bien commun de nos 2 pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des 2 nations liées par le sang, nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. En juillet 2018, la paix entre les 2 pays est signée. Les frontières rouvrent. Abiy Ahmed ordonne aussi la libération de milliers de prisonniers politiques. Mais le Premier ministre réformateur peine à récolter les fruits de son ouverture. Le rapprochement avec l'Érythrée stagne, les frontières sont à nouveau fermées. Et de nombreuses régions sont touchées par des violences intercommunautaires. Assurer la paix en Éthiopie est le principal devoir du gouvernement. L'un des moyens d'y parvenir est de s'attaquer aux zones de conflit potentielles et d'assurer une paix durable. Les conflits actuels en Éthiopie doivent être résolus, mais nous ne craignons pas qu'ils compromettent les réformes en cours. Les réformes ont été menées par le peuple et sont menées par le peuple, donc elles ne s'arrêteront pas. Prochaine étape donc, trouver une réponse aux conflits intercommunautaires et surtout organiser des élections libres et équitables en mai 2020. Alors, la libéralisation qui a accompagné l'arrivée au pouvoir du Premier ministre actuel, avec une sorte d'ouverture politique, eh bien, n'amplifie-t-elle pas paradoxalement les velléités autonomistes? De toute façon, il est très difficile de contenir des velléités sociologiques ou sociales parce qu'on instaure un pouvoir dur. C'est ce qui a été fait jusque-là. Et ce n'était pas une très bonne option. Je pense que ce qui se passe, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, il y a une dynamique sociale dont il faut tenir compte. Il y a des peuples qui aspirent à plus d'autonomie parce que c'est leur mode traditionnel de vivre. C'est des peuples, n'oublions pas, qui n'ont pas connu la colonisation. Les peuples des Éthiopiens n'ont pas connu la colonisation. C'est des peuples qui ont toujours vécu dans une forme d'autonomie. Donc, quand un pouvoir central ou se centralise trop et que ça leur donne une impression de pression extérieure ou ça leur donne une impression d'influence extérieure, ils se révoltent. Donc, je pense que l'autonomisation est dans la dynamique normale des choses. C'est dans l'ordre normal de l'histoire de l'Éthiopie et il faut faire avec. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe peut-être, c'est de se dire comment se fait-il que cette volonté de plus de démocratie, parce que c'est ce que fait le Premier ministre Ahmed, apporte plus de violence. Mais en même temps, c'est fait une lecture
de l'histoire de l'Afrique qui serait construite sans un regard véritablement historique. Il suffit de regarder comment l'Afrique a évolué depuis 1990. La démocratie a toujours donné au peuple l'impression que ils doivent s'affranchir des pouvoirs autoritaires, et au sein des États, on n'a toujours pas trouvé la formule justement pour créer cette synergie entre groupes ethniques sans créer des frustrations. Parce que jusque-là, on a justifié l'instauration des pouvoirs autoritaires dans les années 70 par le fait qu'il y avait beaucoup d'ethnies et que le seul moyen de contenir ces ethnies, c'était de leur imposer un pouvoir dur. Et après 90, on s'est rendu compte que les processus démocratiques ont engendré de la violence interethnique. Donc l'Éthiopie est en train de faire à sa manière son histoire, cette histoire qui consiste à se rendre compte que dès lors que l'étau se resserre, qu'il y a toujours une résurgence de velléités, peut-être sécessionnistes ou irrédentistes, mais de toute façon, ça ne remet pas pour autant en cause la nécessité de faire des réformes démocratiques. On va s'intéresser au conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. On le voit sur cette carte, la Corne de l'Afrique est une zone hautement stratégique, zone de contact avec la péninsule arabique. Est-ce que la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée dépend uniquement des pouvoirs en place, ces deux protagonistes? Non, ce qu'il faut comprendre, nous venons de présenter un politique qui est un réformateur et qui a compris que diriger, c'est décider. Il y a ce qu'on appelle la volonté politique et les actes qui vont avec. L'Éthiopie, de laquelle hérite Abiy Ahmed, était une Éthiopie qui était dans une sorte de réforme économique, avec pour principale richesse l'agriculture. Cette agriculture doit être industrialisée et être exportée. Dans cette dynamique, pour un pays qui n'a pas de façade maritime, que faut-il faire? Si, pour exporter toute cette production, pour augmenter à la fois la dimension industrialisation et exportation, il faut aller vers l'Érythrée, c'est ce que fait le jeune Premier ministre. Je dois dire qu'il n'a que 46 ans. Il ne peut pas mener des combats de procuration qui ont été menés par ses pères au moment où il n'était pas né. Et souvenons-nous aussi qu'il a été formé aux États-Unis, il a été formé en Grande-Bretagne. Donc il a une sorte d'ouverture, une sorte de compréhension du monde qui va au-delà de ceux qui ne sont pas de sa génération et qui ont toujours été dans ces clivages. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait que par l'Érythrée, il a accès à la mer. Mais non seulement accès à la mer, il y a là-bas des investissements de l'Arabie saoudite qui se présentent être comme un des grands investisseurs dans ce pays, à côté des États-Unis et de la Chine. Donc en passant par l'Érythrée, on a accès à la mer et on peut capter tout ce qui est investissement saoudien. Mais il ne s'arrête pas là, il va même encore vers d'autres pays qui ont des façades, vers le Soudan, vers la Somalie, vers d'autres pays dans la dynamique d'ouverture pour qu'il marque non seulement son temps et qu'il laisse un héritage beaucoup plus florissant au moment où il quittera l'Éthiopie. Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée ont toujours été complexes et resteront complexes quel que soit l'effort des acteurs, tout au moins sur une période, parce que pour les Érythréens, leur relation avec l'Éthiopie relève d'une relation de colonisation. Donc ce n'est pas des accords de paix qui vont effacer 30 ans d'occupation ou 30 ans de guerre, parce que pendant 30 années, les Érythréens se sont battus pour enfin accéder à leur indépendance ou à une forme d'autonomie. Donc je pense que c'est des relations historiquement complexes. Et c'est vrai que les acteurs sont, ou du moins le Premier ministre éthiopien, est engagé dans une grande dynamique de paix, de construction de paix avec son voisin, et ce qui est une chose heureuse. Que les frontières se ferment et s'ouvrent, c'est dans l'ordre normal des choses. Je pense que les relations finiront par se stabiliser. Il n'y a pas lieu d'être très pessimiste à ce niveau. Mais l'autre
problème pour l'Éthiopie et qui l'oblige justement. C'est la Somalie qui constitue dans une certaine mesure un danger pour cette Éthiopie, donc qui est obligée de s'enfermer ou dans une certaine manière parce que coincé entre deux États instables que sont le Soudan et la Somalie. Donc aujourd'hui, le Premier ministre est très volontariste. À l'intérieur, il fait de l'ouverture, beaucoup plus de réformes démocratiques. À l'extérieur, il essaie de normaliser ses relations avec ses voisins. Mais cela suffira-t-il? Ça prendra son temps, mais je pense que c'est la bonne voie. On va quitter l'Éthiopie pour s'intéresser aux velléités sécessionnistes que l'on observe sur le continent africain ces dernières années. Auront-elles raison un jour de l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation? Thomas Guessambi. La reconnaissance des États modernes, tels que nous les reconnaissons, on sait partie du XVIIe siècle de Westphalie. Mais combien d'États n'ont pas été recomposés après cette grande conférence de Westphalie où le monde a été divisé? Après, nous tombons, je pense, 2 siècles plus tard sur la conférence de Berlin, où il y a aussi d'autres délimitations. Mais vous savez qu'il y a quand même 2 dynamiques qui s'affrontent dans un pays. Vous avez les causes exogènes et les causes endogènes. Donc, dans la géopolitique ou la géostratégie, il y a des forces extérieures qui ont des intérêts à capter sur un territoire donné et pour lesquelles toutes sortes de stratégies seront mises en place en passant par l'ethnisation d'un débat national, en passant par des guerres concrètes. Il n'y a pas longtemps, on parlait de la RDC et de ces régions aussi qui étaient convoitées par des voisins et qui donnaient l'impression de volonté sécessionniste. Donc, dans une telle dynamique, jusqu'à quand on pourra dire que les frontières seront intangibles ou pas? Toujours est-il que dans cette même région de la Corne d'Afrique, on a le Soudan, qui à un moment donné a cédé au Soudan du Sud. Et le Soudan du Sud ne s'arrête pas là. Le Soudan du Sud peut-être va donner encore un autre Soudan du Sud. Donc, autant de situations, mais qui s'inscrivent pour l'observateur beaucoup plus dans une compréhension géostratégique que la volonté des peuples à vouloir forcément disposer, puisqu'on est tous aussi convaincus que l'union fait la force, que les grandes puissances vont à une question de conjugaison des pôles plutôt que de division, mais très souvent, certaines nations n'ont pas leur destin qui dépendent d'elles-mêmes et doivent exister sur la scène internationale, qui, vous le savez mieux que moi, n'est rien d'autre qu'une sorte de jungle. Oui, je pense que l'intangibilité des frontières est finalement le seul bilan, le seul héritage de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'OUA. Parce que c'est elle qui a rapidement fixé ce principe au lendemain des décolonisations. Et pour une fois, à vrai dire, l'Afrique a démenti ou a fait mentir toutes les prophéties apocalyptiques qui prédisaient que après les indépendances, ces États fabriqués à Berlin, donc à la conférence de Berlin en 1884, allaient tous se désintégrer. Et à la faveur de ce principe, on se rend compte qu'en réalité, les États africains sont restés beaucoup plus solides, tout au moins dans leurs frontières, plus que nulle part ailleurs dans le monde. Donc, alors que c'était des États qui avaient tout, où il y avait tous les ingrédients pour une déliquescence, pour une désintégration totale. Mais on se rend compte paradoxalement qu'il y a eu très peu de mouvements sécessionnistes et très peu de véritables sécessions. Pour l'instant, on n'en a que 2, le Soudan du Sud et puis l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc, je pense que on a le Cameroun aussi. Oui, là, nous avons des tentatives, nous avons des demandes, comme il y en a eu au Maroc, comme au Nigeria, mais pour autant, ça n'a pas abouti. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Afrique est dans une dynamique où il faut craindre pour les frontières. Je ne pense pas. Cette prophétie a échoué parce que 50 ans après les indépendances, c'est vrai qu'il y a toujours des mouvements, des revendications qui sont beaucoup plus liées à la gouvernance interne aux États, donc beaucoup moins pour des raisons
incompatibilité de vivre ensemble que pour des raisons de gouvernance. C'est parce que les États sont mal gouvernés que certains peuples se disent, bon, nous prenons notre indépendance, nous prenons notre autonomie. C'est beaucoup moins parce que les gens ne sont pas prêts à vivre ensemble. Donc, je pense qu'il n'y a pas à craindre de gros Généralement, risques. les groupes... Ce que je voulais ajouter sur le chapitre, si peut-être l'Afrique a fait de mentir, il y a aussi des éléments très importants qu'on pourrait relever dans cette analyse. Quand vous avez des pays qui sont classés comme des précarés, des puissances, il est difficile de venir découper ou démembrer ces précarés. Donc, je veux dire, ici, cette conservation de ces frontières ne dépendait pas forcément des nationaux, mais des grandes puissances qui se sont partagées des régions du monde. Mais ailleurs où on voit ces volontés naturellement arriver à exécution, de séparation, soit les grandes puissances ne se sont pas entendues sur ce qu'ils ont appelé leur précaré, ou bien la colonisation n'a pas été uniforme d'une main de fer. En ce moment, on peut assister naturellement, comme je l'ai dit, pour des intérêts géostratégiques, à des effritements. Mais la question coloniale, la puissance coloniale y a joué un grand rôle. Oui, ça fait un moment que nos États sont indépendants. Voilà. Oui, enfin, je pense qu'il y a des facteurs. C'est vrai que les ingrédients historiques ou sociologiques peuvent faire craindre des bouleversements, ça et là. Mais je pense que juste après les indépendances, il y a quand même eu cette trouvaille qui n'est peut-être pas africaine, mais les États s'y sont adonnés. C'est les organisations régionales qui ont permis d'endiguer dans une large mesure ces volontés de séparation, indirectement, parce que mais elles ne sont peut-être pas légitimes, ces volontés. Peut-être légitimes, mais elles ont créé les organisations régionales ont permis de créer des territoires beaucoup plus larges, parce qu'aujourd'hui, on évolue au sein de la CEDEAO, donc vous pouvez aller d'un État à un autre sans autre forme de procès. Donc, ça a créé, du moins ça a élargi les États. C'est vrai, c'est l'aspiration, même si on n'y est pas de façon parfaite. Je crois que c'est bien. Et qu'il y ait des aspirations à l'autonomie, je pense que même si les groupes ethniques en arrivaient à avoir leur indépendance, même au sein de ces groupes ethniques, il y aurait toujours des clans, des familles pour qui penseraient qu'ils seraient ou elles seraient mieux ailleurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur un minimum d'organisation étatique et puis avancer. C'est ainsi que prend fin cette émission. Messieurs, merci de votre participation. On se quitte sur cette citation ô combien célèbre. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, du non moins célèbre Abraham Lincoln. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.